Bonjour à tous, je suis Monsieur Dachelet. Nous sommes dimanche au moment où j'enregistre cette vidéo et la nuit dernière j'ai dormi 14 heures. Et j'étais même pas fatigué de quoi que ce soit, j'ai dormi 14 heures. Alors, pour ceux d'entre vous qui dorment mal, vous seriez en droit de vous dire « Oui, mais voilà, lui il fait partie de ces gens qui dorment bien, qui dorment des longues nuits. » Eh ben non, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'aimerais vous raconter ma petite histoire et les enseignements que j'en ai tirés. Alors il faut savoir qu'en réalité, j'ai grandi toute mon enfance, mon adolescence et mon début de vie d'adulte comme étant un insomniaque terrible. Quand je dormais 3-4 heures par nuit, j'étais content, c'était une bonne moyenne. Je me souviens quand j'étais lycéen à l'internat de passer une semaine complète sans dormir, à m'endormir en cours tellement j'étais claqué le matin, enfin c'était infernal, vraiment infernal. Et c'est quelque chose qui a commencé très très tôt. Déjà, tout bébé, je ne dormais pas. Alors j'étais pas un bébé chiant, j'ennuyais pas mes parents parce qu'en fait j'étais juste dans mon berceau, je regardais le plafond, je me posais des questions sur le sens de la vie déjà à l'époque je pense. Mais en tout cas voilà, je dormais très peu. Ça inquiétait mes parents qui m'ont emmené à l'hôpital faire des batteries de tests avec électrodes et tout le bazar sur la tête quand je devais avoir 3 ou 4 ans. Et voilà, les médecins ont constaté qu'effectivement, il y avait une activité cérébrale intense, qu'il y avait des phases de sommeil qui étaient très courtes, etc. Mais ça n'a pas fait avancer le schmilblick. Donc la seule chose que les médecins ont tiré de cette étude, c'est que, bah voilà, il est comme ça. Votre enfant est comme ça, il dort peu, il y a beaucoup de gens dont c'est le cas, eh bien ça fait partie de sa nature. Et ça, en tant qu'hypnothérapeute, moi qui connais bien les mécanismes de la suggestion, de l'ancrage, de la création de réalité, etc., eh bien, c'est quelque chose de criminel. C'est-à-dire que ce que les médecins ont fait à cette époque-là, c'est qu'ils ont ancré, en fait, l'insomnie dans mon identité. Ils ont dit que j'étais comme ça, que c'était ainsi, et que, bah, fallait faire avec. C'est tout. C'est pas vrai. La preuve, voilà, ma nuit de 14 heures de la nuit dernière, c'est pas vrai. Ça ne fait pas partie de mon identité. C'est faux. C'est quelque chose qui s'est construit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est construit. Et quelque chose qui peut être déconstruit. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas ces mécanismes-là. Ce qui veut dire que j'ai grandi avec l'ancrage inconscient, que j'étais insomniaque, que c'était dans ma nature, et que donc, pour moi, le sommeil, c'était quelque chose de compliqué. Donc, toute mon enfance, toute mon adolescence et tout le début de ma vie d'adulte, jusqu'à ce que j'apprenne l'hypnose, je suis resté bloqué dans cet engrenage, en me disant, voilà, le sommeil, c'est compliqué, le sommeil, c'est infernal, donc j'allais au lit en me disant, je sais que je vais mal dormir en fait. Donc forcément, si vous allez au lit dans cette optique-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mal, en fait. Vous êtes dans votre lit, vous vous sentez le corps électrifié, vous avez l'impression qu'il y a l'esprit qui part dans tous les sens, et vous ne trouvez pas le sommeil, à moins d'un épuisement total qui va venir après 1 ou 2 nuits blanches, ou bien après de nombreuses heures à vous retourner dans le lit, à avoir mal, à avoir voilà, des pensées à gauche, à droite, et ainsi de suite. Les choses ont changé à partir du moment où j'ai appris l'hypnose, où j'ai découvert comment fonctionnait l'inconscient, et surtout où j'ai compris le phénomène de plasticité cérébrale, c'est-à-dire le fait que le cerveau, il évolue en permanence au cours de notre vie, et que rien n'est définitif dans le cerveau. Ce qui veut dire que si à un moment donné de votre vie, vous êtes timide, vous pouvez à un autre moment de votre vie apprendre à devenir quelqu'un d'extrêmement courageux. Si vous êtes nul en maths à un moment donné, à un autre moment vous pouvez devenir très bon, et ainsi de suite. Eh bien c'est pareil avec le sommeil, c'est-à-dire que si à une période de votre vie, vous avez été insomniaque, ou je préfère le terme de confronté à l'insomnie, parce qu'encore une fois, on détache la chose de l'identité de la personne, eh bien, c'est peut-être juste un moment de votre vie, et que pour la suite, vous allez apprendre à avoir un autre rapport avec le sommeil, un rapport qui sera beaucoup plus sain et serein. Moi, j'ai commencé par l'auto-hypnose, la méditation, c'est sensiblement la même chose. Donc, j'ai commencé tout seul, de mon côté, à justement essayer de m'envoyer des suggestions plus positives, à me dire non, non, mais la nuit prochaine, je vais bien dormir, même si je me réveille à certains moments, c'est ok. Voilà, parce que c'est tout simplement les phases, vous avez des phases de sommeil léger où on peut ouvrir les yeux, on peut se poser des questions, même se lever, revenir dans le lit, et puis hop, reprendre le cours de son sommeil. Et je me disais, voilà, c'est ok, si ça arrive, mon corps, lui, de toute façon, il est inactif, donc il se repose. C'est les toutes premières suggestions que je me suis mises, et elles ont bien fonctionné en fait. Ça a commencé déjà à avoir ses effets au bout de, voilà, je dirais au bout de 1 à 2 mois de méditation.
Je faisais à peu près 20 minutes par jour à l'époque. Aujourd'hui, j'en suis à 1 heure par jour. Donc, j'ai augmenté un petit peu, mais c'est pas nécessaire. Là, vraiment, vous pouvez faire juste 5 minutes de méditation. Ça marche déjà. Le but, c'est vraiment d'acquérir une certaine régularité dans la pratique. La longueur des séances, elle n'est pas si importante que ça. Donc, ça a été ça d'abord. Puis, plein d'autres expérimentations, d'autres choses que j'ai testées. J'ai testé les applications qui permettent de calculer les cycles de sommeil. J'ai regardé aussi au niveau de mon alimentation ce qui influençait ces cycles de sommeil. Et j'en ai tiré quelques conclusions, des choses qui sont assez intéressantes, que je n'explique pas forcément encore aujourd'hui. Mais j'ai remarqué notamment que le soir, quand je mangeais plus léger, je dormais mieux. Ça peut paraître bateau, mais on l'oublie parfois. Donc le soir, quand je mange léger, je dors mieux. J'ai des cycles de sommeil profond qui sont plus longs. Quand je bois de l'alcool fort, le soir, ça impacte mes cycles de sommeil profond de 10%. Donc ça veut dire que je perds 10% de sommeil profond, systématiquement. Sauf avec un alcool, avec le gin. Alors me demandez pas pourquoi, voilà, c'est ça. Ça fait partie des mystères dont je vous parlais. Avec le gin, je dors super bien. Les produits laitiers, le soir, ça fait perdre presque 20% de mes cycles de sommeil profond. Donc c'est énorme. Donc j'essaye vraiment de diminuer au max les produits laitiers le soir, et puis plus largement tout ce qui est gras en fait. Alors moi je suis végétarien, donc je mange plus de viande depuis longtemps, mais c'est assez connu que la viande, ça favorise pas le sommeil. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à digérer, donc ça demande plus de ressources à votre organisme, et donc voilà, le cœur qui bat plus, etc., etc. Donc manger léger, pas d'alcool fort, ou éviter en tout cas, pas de produits laitiers, pas de produits gras, pas de viande et pas de sucre non plus. J'ai remarqué que le sucre, ça jouait aussi un rôle assez prépondérant dans mes cycles de sommeil. Depuis que j'ai arrêté le sucre, il y a 2 ans et demi, je dors encore mieux qu'avant. Première étape, les suggestions. Deuxième étape, l'alimentation. Troisième étape, les activités avant d'aller me coucher. J'adore lire. J'adore lire, c'est une passion depuis toujours. Et j'adore lire les essais scientifiques, philosophiques, anthropologiques, etc. Le problème de ces bouquins-là, c'est que ça fait réfléchir. Donc, une fois que vous fermez votre bouquin, que vous le mettez sur la table basse et que vous fermez les yeux, ça cogite. Donc, vous faites tous les parallèles dans les différents apprentissages, vous essayez d'appliquer ce que vous avez appris dans la vie de tous les jours, toutes ces choses-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, vous réactivez par ce genre de lecture vos fonctions cognitives. C'est parti, en fait, quoi. Là, vous êtes en train de refaire le monde dans votre tête, ça part très très loin parfois. Vous remettez en question les philosophes, les machins, les trucs, et en fait, forcément, ça impacte votre sommeil. Donc, j'ai continué à lire, mais j'ai changé de type de lecture. Et une lecture qui fonctionne beaucoup mieux le soir, en fait, c'est tout ce qui est lecture imaginaire, fantastique. Romans de fantasy, de science-fiction, et encore science-fiction, ça peut justement faire réfléchir aussi, mais mythologie, poésie, etc. Tout ça, en fait, ça éveille votre imaginaire. L'imaginaire, ça vient de l'inconscient. Donc, ce qui veut dire que vous allez mettre les fonctions conscientes, analytiques du cerveau en veille, et ce sont les fonctions inconscientes, poétiques, imaginatives de l'inconscient qui vont être mises sur le devant de la scène. Et comme c'est l'inconscient aussi qui gère le sommeil, le pas, il est hyper simple à franchir. Vous pouvez passer du sommeil à l'éveil beaucoup plus facilement par ce biais-là. Donc vraiment, c'est un conseil que je donne souvent et que je vous donne ici dans cette vidéo. Le soir, si vous lisez, lisez des choses poétiques, lisez des choses fantastiques, imaginaires, des choses qui vous font voyager. Les lectures scientifiques, philosophiques, anthropologiques ou autres, gardez-les pour la journée. Autre chose extrêmement important aussi, et vous en avez certainement entendu parler, c'est la lumière bleue des écrans. Il faut savoir que tous les écrans, que ce soit les smartphones, les tablettes, les télévisions, les ordinateurs, etc., diffusent une lumière bleue qui, pareil, va réactiver les fonctions cognitives du cerveau, qui va empêcher la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et donc qui va vous empêcher de dormir. Techniquement, avant de vous coucher, il faut éteindre tous les écrans 2 heures en moyenne avant d'aller vous mettre au lit. Alors attention, ne vous faites pas avoir, il y a surtout les smartphones et tout, là vous avez des applications filtres, anti-lumière bleue, etc. Vous avez même des lunettes de lecture anti-lumière bleue. C'est du pipeau, hein. Ça ne marche absolument pas. Ne vous laissez pas avoir par ces coups de communication. La réalité, elle est tout autre. La lumière bleue, elle est systématique une fois que vous avez un écran allumé. La seule chose à faire, si vous voulez bien dormir, c'est de couper les écrans 2 heures avant de vous coucher. Autre conseil par rapport aux activités du soir. Le lit doit être associé dans votre inconscient au sommeil, impérativement. Ce qui veut dire que toutes les activités autres que le sommeil,
eh bien il ne faut pas les faire dans le lit. On parlait de lecture, la lecture, faites-le dans un fauteuil, faites-le dans un canapé, faites-le ailleurs, mais jamais dans le lit. Pourquoi? Parce que vraiment, votre inconscient, il fonctionne par association. Si votre inconscient fait l'association que lit égale lecture, eh bien vous allez vous poser dans votre lit et l'inconscient, il va déclencher, voilà, tous les mécanismes de base pour la lecture, pas ceux du sommeil, à éviter à tout prix. Pareil, ça peut être plein de choses, mais comme je parlais des écrans, on est nombreux aujourd'hui à regarder nos smartphones dans le lit. Non, si vous dormez mal, ne faites jamais ça, doublement jamais, à la fois pour l'association et à la fois pour la lumière bleue. Pareil pour le tricot, pour le machin, le truc, toute activité que vous avez envie de faire avant de vous coucher le soir, faites-le hors du lit. Petit bémol pour les galipettes, vous avez le droit, bien sûr, mais encore une fois, dans le meilleur des mondes, si vous aviez une chambre réservée à vos ébats, ce serait l'idéal. Ce serait un lieu qui serait associé vraiment à ça, et pour que votre lit de sommeil soit un lit vraiment uniquement pour le sommeil. Bien sûr, ce serait dans le meilleur des mondes, et je sais qu'on ne peut pas tous se permettre d'avoir voilà, un temple de Freya ou de Vénus dans sa maison, mais ce serait chouette. Enfin, dernier conseil important, maintenez un cycle de sommeil et d'éveil régulier. Si vous vous levez en semaine à 6h30 pour aller travailler, eh bien le week-end, quand vous ne travaillez pas, levez-vous quand même à 6h30. Je sais, voilà, on aime bien nos petites grasses mat, nos décalages de rythme, etc. Malheureusement, eh bien, votre corps, il a du mal à suivre ce genre de décalage. Donc, maintenez un rythme régulier d'éveil et de sommeil, des heures fixes pour vous coucher, des heures fixes pour vous lever. Ça favorisera votre endormissement et votre sommeil. Encore une fois, voilà, votre inconscient va faire des associations avec son horloge biologique interne et il saura que tel moment de la journée, eh bien, c'est fini, on arrête de réfléchir, on arrête de travailler et on dort. Et à tel moment, on se réveille. Si vous décalez les choses avec des grasses mat, avec des soirées où vous finissez à 4h du matin, etc., eh ben, votre corps, il va avoir du mal, justement, à maintenir le rythme, à maintenir ce cycle-là, et ça va décaler tout. Pareil, les siestes ne sont pas spécifiquement recommandées. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, ça me décale totalement. Évitez au maximum de faire des siestes et essayez plutôt de garder un rythme régulier pour les heures d'endormissement et les heures de réveil. Voilà, gardez à l'esprit que tout le monde est différent. Là, les conseils que je vous donne, ce sont des conseils qui ont fonctionné pour moi. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin d'appliquer la plupart d'entre eux. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, ça a marché. C'est-à-dire que je me suis réconcilié avec le sommeil et aujourd'hui, c'est devenu un très bon ami. Ce qui veut dire que je peux dormir 14 heures d'affilée sans problème. Ça a marché. Donc aujourd'hui, je peux me permettre, voilà, de lire dans le lit, je peux me permettre de faire des soirées qui finissent un petit peu plus tard et puis de reprendre le rythme après. Parce que tout simplement, j'ai brisé les anciennes associations, les anciennes croyances par rapport au sommeil, les croyances négatives, je les ai remplacées par des croyances positives et aujourd'hui, eh bien, le sommeil, c'est quelque chose qui est hyper simple pour moi. Ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps, vous l'avez compris. Donc, si ça a marché pour moi, eh bien, ça peut marcher pour vous, parce que nos cerveaux sont constitués de la même manière, nos inconscients fonctionnent pareillement. Testez ces différentes méthodes, ces différents outils, ces différentes astuces. Voyez ce qui fonctionne. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour vous, c'est pas grave, vous le mettez de côté. Mais testez un maximum de choses et vraiment, à chaque fois que vous trouvez quelque chose qui fonctionne, continuez dans ce sens-là. Continuez jusqu'à ce que tous les anciens mécanismes négatifs que votre inconscient avait mis en place par rapport au sommeil, eh bien, soit désactivé totalement et qu'il soit remplacé par des nouveaux mécanismes plus sains qui vous permettront de dormir bien, profondément et de vous réconcilier une bonne fois pour toutes avec le sommeil. Voilà, c'était Monsieur Dashley. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore, merci toujours de partager, de commenter, de liker, de vous abonner. C'est ça qui fait vivre la chaîne et c'est ça qui me donne la motivation pour vous produire de nouvelles vidéos régulièrement. Alors merci du fond du cœur et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!